Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans le Carrefour de l'info sur Global Africa Télé Sud. Merci infiniment et je voulais vous remercier parce que vous étiez extrêmement, oui, je le souligne, le qualificatif n'est pas exagéré, mais en tout cas, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à nous suivre, d'abord dans le Carrefour de l'info de la semaine dernière, mais également aussi à commenter l'actualité. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas aussi à faire grandir cette maison, le Carrefour de l'info. Alors, dans cette seconde édition, nous avons décidé de consacrer, un énorme zoom en direction du Sahel. Le Sahel, enjeu géopolitique. On va on va poser les bases, on va tenter d'essayer d'avancer à la fois géostratégiquement sur cet enjeu qui nous attend du XXIe siècle, enjeu de paix, enjeu de développement, mais également, vous savez, la nouvelle géopolitique du Sahel, une opportunité à la fois pour refonder le partenariat euro-maghrébin. Et vous savez, c'est une véritable bataille parce que c'est aussi la fin de l'influence, paraît-il, à la fois de certains pays du Maghreb. On va en parler avec que des spécialistes autour de ce plateau. Nous irons tout à l'heure, on a un problème de connexion, j'espère de tout cœur, qui viendra nous rejoindre. C'est Monsieur Mohamed Sanous Niantao, qui est lui, depuis Abidjan, il est malien, il sera avec nous tout à l'heure. Akram Kariev, qui est chercheur géopolitologue, il est avec nous. Il n'a pas eu ce plaisir d'être avec nous sur le plateau, mais on l'a par visio. Bonjour, Monsieur Kariev. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. On a aussi un autre spécialiste avec nous, c'est Monsieur Sedi Kaba. Sedi Kaba, il a plusieurs casquettes, Sedi Kaba. Vous allez présenter d'abord votre observatoire, le Think Tank. Monsieur Oui, Sedi Kaba, bonjour. oui, merci beaucoup de cette invitation. Nous avons créé il y a 3 ans maintenant un centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, le CIRES, qui est un think tank basé ici à Paris pour essayer de contribuer à la réflexion sur le Sahel. Donc vous en êtes le président du Centre international de réflexion, chers amis, et d'études sur le Sahel. C'est un véritable think tank. Il est par ailleurs aussi écrivain et j'aimerais que Mousse Kanté, qui est notre réalisateur, montre la première couve. Donc la voici, le Mali. Vous pouvez en toucher quelques mots sur votre ouvrage. Oui, On voit la couve d'ailleurs à l'écran, là, regardez. Oui, j'ai écrit ce livre il y a 3 ans maintenant. Et l'idée était un peu de faire un état de lieu de la situation sécuritaire au Sahel et de faire une comparaison, d'oser une comparaison avec l'Afghanistan pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. J'ai dit simplement pour donner un ordre de comparaison, vous savez, les Américains avaient déployé au plus fort de la crise en Afghanistan 160 000 soldats et ça n'a pas aidé à résoudre la crise, avec un territoire beaucoup moins grand que le Mali. Le Mali, c'est 1 240 000 km². On a déployé au moins 15 000 soldats, 15 000 casques bleus, plus les forces françaises, plus les autres forces. Ça n'a pas résolu la crise. Donc, c'était à cette époque-là, je faisais cette comparaison et sans doute qu'on va revenir dans la discussion sur d'autres aspects on reviendra. de mon livre. Monsieur Sedi Kaba, on va en parler. On est là pour ça justement, parce que je voudrais qu'on mette les pieds dans le plat, figurez-vous. Vous êtes justement, on a la chance d'avoir deux spécialistes avec nous sur ce plateau. Alors, première question, parce que notre réalisateur Mousse va faire défiler un certain nombre d'illustrations quand on parle du Sahel. Aujourd'hui, je voudrais qu'on commence d'abord. Première question, messieurs, et je voudrais donner la parole à monsieur Akram Kariev, chercheur politologue. Alors, cette vaste région, d'une taille comparable à celle de l'Europe, c'est ce qu'on se dit, d'accord, à celle de l'Europe. L'Europe de l'Ouest, bien sûr, messieurs. La première question, c'est la crise sécuritaire qui frappe la région aujourd'hui. Elle est minée à la fois par le crime organisé, les conflits, les exactions commises par les groupes armés, le terrorisme. Comment instaurer aujourd'hui, parce que c'est compliqué, messieurs, comment instaurer un climat, un environnement sécurisé? Akram Kariev, vous, monsieur le chercheur. Bon, c'est une question qui est très vaste, hein. Personne n'a la baguette magique pour restaurer la paix et la sécurité dans la région, d'autant plus que la plupart de ces pays connaissent une sorte de violence endémique, une violence politique endémique depuis énormément d'années. Suite à la décolonisation, suite aux problèmes de découpage géographique et territoriaux entre les pays, suite aux disparités parce que le Sahel est une région qui est énorme et qui n'est pas que du désert. Il y a des endroits dans le Sahel où ce sont les endroits les plus secs
ses commandes. Et on a aussi certains endroits dans le sud du Sahel où nous avons la pluviométrie que l'on trouve en Bretagne et en France, hein. Donc, on a des disparités géographiques, on a des disparités ethniques, on a des disparités linguistiques et on a une sorte de millefeuille culturel qui contribue à ces disparités-là. Donc, bien sûr, si on veut parler de restaurer la paix dans la région de manière générale, il faut d'abord restaurer le dialogue politique, définir de manière très très claire qui sont les personnes qui sont aptes à parler politiquement, celles qui ne le sont pas, celles qui sont exclues à cause de la violence, et restaurer les dialogues entre les régions, généralement entre les régions sud et nord des différents pays du Sahel. Je vous interromps 2 secondes parce qu'il y a M. Seydi Kaba qui veut intervenir justement à vos propos notamment. Oui, c'était juste pour faire un peu de pédagogie, puisque c'est la vocation du carrefour de l'information, pour que les gens comprennent un peu la position géostratégique du Sahel. Le Sahel est un carrefour sur les 5 régions que compte l'Afrique. Il n'y a que l'Afrique australe qui est loin vers l'Afrique du Sud qui n'est pas concernée par le Sahel. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, le Sahel est au cœur de l'Afrique de l'Ouest et il fait frontière avec l'Afrique du Nord du côté de l'Algérie et de la Libye. Il fait frontière il est intégré dans l'Afrique centrale avec le Tchad et il fait frontière avec l'Afrique de l'Est puisque le Tchad a une frontière avec le Soudan. Donc si vous prenez les 5 régions du continent, il y a au moins 4 qui sont concernées par la question du Sahel. Maintenant, le deuxième élément, à mon avis, important, c'est que la crise sahélienne que l'on voit aujourd'hui, elle est à la fois une conjonction de facteurs endogènes et de facteurs exogènes. Parmi les facteurs endogènes, il y a ce qui s'est passé, comme on sait, au moment, en 1991, en Algérie, avec l'arrêt du processus électoral par l'armée qui a empêché le deuxième tour de législative que le fils était sur le point de gagner. À partir de là, il y a eu ce qu'on sait, et le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, s'est installé sur la frontière entre l'Algérie et le Mali, et est devenu AQMI par la suite, Al-Qaïda au Maghreb. Donc, l'AQMI, la mouvance terroriste. C'est ça, le GSPC a fait allégeance à Al-Qaïda, est devenu AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça s'est essaimé et ça a donné aujourd'hui la kyrielle des groupes djihadistes que l'on sait, avec la diversification, avec les scissions, etc. Et les facteurs endogènes, comme ça a été rappelé, le fait qu'il y ait de la diversité, oui, le fait qu'il y ait de la diversité, un peu, le fait qu'il y ait des problèmes politiques, la forme de l'État. On a hérité d'un État colonial qui était une forme jacobine de l'État, qui faisait qu'on a cherché à diriger Kidal à partir de Bamako, sans transférer des compétences, etc. On a reproduit un peu ce modèle jacobin. Et il y a eu aussi un terreau favorable pour l'aggravation de la crise, parce que la démographie aidant, beaucoup de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi et n'ont pas du travail. Quand vous prenez un pays du Sahel, comme le Mali, c'est 230 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Il y a 30 000 emplois seulement possibles. Donc les 230 000 sont des gens qui peuvent être mobilisables par les groupes armés djihadistes. Donc ce sont tous ces facteurs qui sont venus, qui ont aggravé la crise, plus un autre facteur qu'il ne faut pas négliger, qui est de la responsabilité de l'Occident, c'est le démantèlement de la Libye par l'OTAN. En 2011, les armes se sont essaimées dans le Sahel, les groupes se sont essaimés et ça a été un facteur aggravant. Maintenant, enfin, puisqu'il s'agit maintenant, après un état de lieu, le diagnostic, de voir des solutions, il faut une solution holistique. L'erreur a été, ce qui a fait que le Sahel n'a pas marché jusqu'ici, la réponse n'a pas marché, c'est qu'on sait, on a fait une fixation sur la réponse militaire et sécuritaire. En achetant des drones, en achetant des moyens militaires, ça pouvait aider à résoudre la crise. Non! Vous faites référence à qui, M. Seydi? Vous faites référence à la France? Vous faites référence à qui la faute? Disons-le, mais clairement, puisque vous pointez du doigt effectivement un responsable, là, je l'entends. La France aussi a commis l'erreur en faisant l'intervention Serval puis Barkhane en janvier 2013, puis après Serval est devenu Barkhane. La France aussi a été dans l'erreur de considérer que avec sa technologie militaire qu'elle pouvait résoudre la crise au Sahel. Alors que le territoire, comme vous l'avez rappelé, le Sahel, c'est de la Mauritanie au Tchad. On a une carte justement, si notre réalisateur veut bien nous montrer, regardez. On a une carte, si Mousse, qui est en régie, veut bien nous montrer cette carte. Regardez, voilà, on la voit là. Voilà, c'est ça. Vous pouvez nous la commenter, c'est justement là. De la Mauritanie jusqu'au Tchad, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés, c'est plus grand que l'Europe. Ouais. La France avait l'illusion
de penser que... Quand on voit cette carte, là, toute cette zone, justement, vous dites que c'est une zone aujourd'hui qui a été frappée, c'est ça? Oui, c'est une zone qui est une zone où sévit l'insécurité, où on a pensé qu'avec la technologie qu'on pouvait lutter contre le terrorisme, puisque Barkhane avait pour ambition de lutter contre le terrorisme sur l'ensemble de l'espace sahélien, en intégrant seulement la stratégie militaire. Parce que là, on voit là, ça concerne la Mauritanie, une partie du Maroc, une partie de l'Algérie, le Mali, le Tchad, on a, je ne vais pas tous les citer, on a le Niger, on a tous, la Libye d'ailleurs, je vois là sur la carte. À l'époque, vous savez, il y a eu, aujourd'hui ça a disparu, mais il y a eu un G5 Sahel qui regroupait le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Et donc, tout cet espace-là, penser qu'on peut régler la question, le défi sécuritaire uniquement avec les moyens militaires a été une erreur. Et aujourd'hui encore, si on n'intègre pas la question du développement, la question de la forme de l'État, et comme ça a été rappelé par mon co-débatteur, par Akraïm, si on n'intègre pas la question de la cohésion sociale, la question de la coexistence entre les différents groupes, on passe à côté de la solution. Et malheureusement, pour l'instant, on est à côté de la solution. Alors, à côté de la solution, Akram Kariev, vous, le chercheur, le géopolitologue, je m'adresse à vous parce que M. Sédik Abba a quand même pointé du doigt, il a dit le point de bascule, c'est quand même en Algérie, au moment du fils, que ce point de bascule a commencé d'ailleurs à dériver. Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec ce point de bascule, Akram Kariev, et comment aujourd'hui la question du Sahel, à la fois entre le nord et l'ouest et le sud, peuvent évidemment apporter comme le suggère Sédik Abba, esquisser une solution? Bon, on ne peut pas dire que l'arrêt et l'interruption du processus électoral soit un point de bascule, parce que entre donc, sa survenue et la création du JSPC, se sont passées quand même 6 années. Euh, la- 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 le transfert ou le départ des terroristes du Nord suite aux pressions militaires algériennes et au succès justement des opérations antiterroristes vers le Sud n'a commencé que vers 98-99. Donc on est aussi à un moment où des pays du Sahel, hein, comme la Mauritanie, il faut le dire, étaient en pleine négociation avec Al-Qaïda, par exemple, pour assurer une sorte de trêve entre ce pays-là. Donc entre ce pays et cette organisation-là. Donc, en fait, c'est un magma. Je pense que le véritable point de bascule, Monsieur Sédik l'a très bien dit, c'est plutôt le démantèlement de la Libye de Kadhafi. Là, on est passé à des mouvements armés qui étaient à faible moyen, à des mouvements armés structurés bénéficiant de technologies, d'armements modernes et d'équipements à profusion. Donc, à partir de 2012, nous avons eu en fait, on a eu le transfert d'une brigade complète avec armes et bagages, celle de Ali Kana, venant de Libye, allant directement jusqu'au Niger, puis au Mali. Et tout ceci a contribué à ce qu'il y ait une infusion de moyens dans les groupes armés. Là, c'est véritablement un point de bascule. Mais je vais vous donner un cas de figure. Je vais vous donner un cas de figure concret. Akram Kariev et Sédik Abba. On va aller, vous savez quoi? On va aller direction le Mali. Le Mali, c'est la guerre du carburant, par exemple, aujourd'hui. Cas concret, hein. Nouvelle alarme des groupes terroristes du Sahel, clairement. Alors aujourd'hui, est-ce que alors que Paris avait appelé, là il y a encore quelques jours, avait appelé ses ressortissants à quitter illico expresso Bamako. Est-ce que le Mali subit un siège inédit? Ma question encore plus précise, est-ce que Akram Kariev et Sédik Abba, est-ce qu'aujourd'hui, clairement, il y a une volonté d'asphyxier le Mali et notamment Bamako? Akram Kariev. Non, non. Ce qui s'est passé, enfin, c'est pas inédit, hein. On a eu des blocus autour de Gao, on a eu des blocus autour de Tombouctou qui ont duré des mois et des mois, qui se sont terminés par des négociations entre les autorités locales et les groupes parfois djihadistes, parfois séparatistes, et qui ont été résolus. Cette stratégie existe depuis au moins 2 années dans le nord du Mali. Elle a été appliquée suite non pas à l'encerclement de Bamako, mais plutôt suite à la rupture de la connexion avec la liaison terrestre avec l'Ouest, hein, donc avec le Sénégal. C'est là qu'on a commencé à voir que la capitale n'était plus approvisionnée. De là à dire que c'est une stratégie de prise de pouvoir,
Certains pourraient le dire, mais pour moi, dans mon analyse, je ne pense pas que ce soit la volonté des groupes djihadistes d'aller vers Bamako et prendre le pouvoir Ouais. à Bamako. C'est dit Allez-y. Kaba. C'est dit Non, Kaba. je crois que il y a d'un point de vue occidental, il y a beaucoup d'exagération par rapport à la situation. Les États-Unis, avant la France, ont dit à leurs ressortissants de quitter. L'Italie a dit, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Mais ça, il faut le lire comme des principes de précaution qui sont liés à des questions d'agenda intérieur à ces pays. Ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas une menace imminente sur Bamako, disant, comme on a pu l'entendre ici et là, que dans 2 jours, Bamako va être pris, il faut sortir vite et prenez les avions, les vols commerciaux. Ça, il y a une exagération de la part des pays occidentaux et c'est de bonne guerre. Maintenant, ce qui n'est pas contestable, c'est que les groupes djihadistes ont profité de la manne que leur a procuré les rançons. La dernière fois, un général émirati a été libéré pour 50 millions de dollars de rançon, plus même du matériel qui devait être remis. Donc, cette manne a pu permettre au groupe djihadiste de consolider, d'avoir des moyens, de bloquer le corridor Dakar-Bamako et Abidjan-Bamako. Ils ont eu cette stratégie, mais qui est en train de se résoudre parce que la situation s'est améliorée. Aujourd'hui, on est en train d'avancer vers un approvisionnement normal de Bamako progressivement. Mais du côté des groupes djihadistes, il y a cette volonté. Et il y a cette volonté de discréditer le pouvoir, il y a cette volonté. Et ça, c'est la stratégie des groupes terroristes. Mais il n'y a absolument pas de risque d'un effondrement de l'État malien demain, comme on peut l'entendre occidentally. Parce que d'abord, les groupes djihadistes n'ont pas les moyens, mais deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas la capacité. Vous savez, lorsqu'ils ont occupé, parce qu'il faut regarder l'histoire, entre 2012 et 2013, les groupes djihadistes ont occupé le nord du Mali, ont administré Bamako, ont administré Gao, ont administré Kidal, Tombouctou plutôt. Mais pendant cette période, c'était d'abord une partie du Mali, ce n'est pas l'ensemble du Mali qui est 1 240 000 km², mais en plus, ils ont eu toutes les difficultés du monde à gérer. Prendre une ville, c'est facile, mais administrer une ville sur le long terme, c'est pas facile. Alors vous deux, vous êtes observateurs, je vais vous poser la question peut-être différemment. Vous êtes des observateurs, des fins observateurs. Alors est-ce que ces groupes terroristes veulent s'emparer de Bamako? Parce que c'est la question, vous parliez de l'Europe tout à l'heure, c'est le point de vue européen. Oui. Est-ce que c'est de récupérer Bamako pour en faire une gouvernance, c'est-à-dire de la gouverner? Ou est-ce que les groupes terroristes veulent paralyser la ville, Bamako justement, la capitale, comme l'observent d'ailleurs certains spécialistes. Vous dites quoi, vous? Alors, chacun un tour de rôle. D'accord. Moi, le Mali, il faut que les gens... C'est la vocation de cette émission. Le Mali, c'est 20 régions. 19 régions plus le district de Bamako qui a le statut de région aussi. Il n'y a aucune région aujourd'hui qui est entièrement contrôlée par le groupe djihadiste. Donc, les groupes djihadistes, s'ils prennent Bamako, ils ne peuvent avoir pour agenda de prendre Bamako que s'ils ont le contrôle du reste du territoire. Ça ne leur sert à rien aujourd'hui de prendre Bamako. Donc, mais du point de vue occidental, pour montrer que le régime est affaibli, pour montrer qu'il n'y a plus rien à faire au Mali, il y a cette tendance, il y a cette sorte d'hystérie à dire que non, Bamako va tomber. Il n'y a aucun risque aujourd'hui que Bamako tombe entre les groupes djihadistes. Vous l'affirmez? Moi, je l'affirme. Il n'y a pas de risque. Vous m'avez l'air ferme dans ce que vous nous avancez. Parce que j'ai des éléments de terrain. Oui. Je suis allé au Mali et je connais que le Mali... Et vous avez raison, vous êtes le spécialiste de là. Il n'y a pas une des 19 régions qui est entièrement contrôlée. Les groupes djihadistes font des opérations, ils partent. Il y a une chose qu'il ne faut pas négliger et qui fait partie de la réalité. C'est que certains territoires, notamment comme en Afghanistan, les ruraux, les territoires, certaines parties du territoire font l'objet de contrôle des groupes djihadistes qui viennent faire leurs opérations, qui repartent pour se cacher, etc., etc. Ça, ce n'est pas négligeable. Mais le risque que Bamako tombe demain ou après-demain, c'est un risque qui, pour moi, n'existe pas du tout. Pour vous, vous partagez cela, Akram Kariev, ou pas du tout? Je partage, mais pour des raisons qui sont totalement différentes. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord que Bamako aujourd'hui ne tombera pas. Non pas parce que le gouvernement, parce que les groupes ne contrôlent pas les 19 régions. L'État malien ne contrôle pas les 19 régions non plus. Ça, je suis désolé de le dire. L'État malien échappe. Ne soyez pas désolé, c'est une réalité. Non, mais parce que j'ai eu l'impression que M. Sédek défendait l'idée que l'État contrôlait son territoire et que les groupes faisaient des apparitions dans ces régions. Moi, je considère que l'État malien ne contrôle pas tout le territoire, ne contrôle pas toutes les voies de communication, toutes les villes, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gouvernance de l'État malien, et ça ne veut pas dire qu'il y a de la gouvernance djihadiste
dans les régions suscitées. Mais là n'est pas le problème. Moi, d'abord. Ah si, là, il est là le problème, parce que vous avez Non, raison. non, c'est pas un Non, problème. mais attendez, Non, mais je on veux a venir, dit qu'on je allait veux mettre les venir. pieds dans le plat. Vous avez raison, parce que monsieur Akram Kariev, vous l'avez dit, moi j'ai un indice, l'indice mondial du terrorisme de 2024. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger font partie des 10 pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. Absolument. Est-ce que oui, on a et différents coups d'État militaires entre 2020 et 2023? Je vous laisse répondre à Akram Kariev. Et ensuite, c'est Oui, Kaba. oui. Ben, mais je l'ai dit, ce n'est pas un problème que le Mali soit affecté, qu'il n'ait pas les moyens de contrôler tout son territoire, c'est malheureusement une vérité. Le Mali n'aurait jamais appelé d'autres pays à la rescousse si ce n'était pas le cas. Mais là n'est pas le souci. Le premier souci, d'abord, c'est de généraliser, c'est de parler de terroristes, de groupes djihadistes, etc. D'abord, il faut faire la part des choses. Nous avons deux groupes djihadistes, deux entités djihadistes qui s'affrontent, qui sont en concurrence entre elles. Donc, on a JNIM, Jabhat al-Nusrat al-Islam Muslimin, donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Nous avons de l'autre côté l'État islamique dans le Sahel. Ce sont deux groupes antagonistes qui, les deux, ont des visées politiques, territoriales dans la région du Sahel et qui ne reconnaissent pas les frontières actuelles. Donc, nous avons quoi? Nous avons deux groupes qui essaient de se placer, de mettre la pression et de se distinguer l'un par rapport à l'autre. Dans ce cadre-là, nous avons JNIM qui est en train de mettre la pression sur Bamako, justement en espérant affaiblir suffisamment Kati ou Bamako, il faut dire les choses comme elles sont, affaiblir suffisamment le gouvernement ou les autorités maliennes pour les pousser à négocier. Que JNIM souhaite entrer dans la capitale militairement, il pourrait le faire en déclenchant le chaos. Ça serait très, très coûteux pour eux. C'est un très gros risque militaire pour eux, mais ils n'ont aucune capacité de gouvernance aujourd'hui dans le Mali. Et les différents dirigeants de cette entité terroriste ne souhaitent pas gérer Bamako. Parce qu'à Bamako, il n'y a pas que des musulmans, il n'y a pas que des Maliens, il y a des étrangers. Et tout ceci, ils ne veulent pas le gérer. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'arriver à arracher l'exclusivité de la négociation avec le pouvoir actuel pour obtenir une sorte d'autonomie, de gouvernance dans le Nord ou au moins un accord de cessez-le-feu entre les deux entités et chasser l'autre entité. Alors, il vous répond, Sadi Kaba, parce qu'effectivement, vous l'avez interpellé sur plusieurs points, et là, maintenant, il va vous répondre. Non, moi, je crois, en tout cas par rapport aux derniers points qui ont été développés, si on devait faire une cartographie des groupes, il y a les deux qui ont été cités, l'État islamique, mais il y a aussi le Front de libération de l'Azawad, qui n'est pas un groupe terroriste, mais qui a un agenda aussi, celui de l'autonomie ou l'indépendance des régions nord du Mali. Et à côté de ce deux, quand on descend plus bas, il y a maintenant Boko Haram qu'on appelle la province de l'État islamique qui concerne la région, le Niger et le Tchad, mais on est toujours au Sahel. Maintenant, l'autre chose importante pour moi par rapport aux ambitions de ce groupe, pour moi, militairement, aujourd'hui, les groupes n'ont pas la capacité de le faire parce que l'armée malienne a... Et pourtant, votre collègue Akram Kariev, il vous dit que l'État malien n'a pas la main, justement, sur le pays, n'a pas la main sur les différentes régions. Il y a des zones qui échappent à l'État, comme ça. Là, on ne parle pas de zones, on parle de régions, vraiment. Non, il n'y a aucune région, c'est factuel. Il n'y a aucune des 19 régions aujourd'hui qui est sous le contrôle total d'un groupe djihadiste. On peut aller vérifier, c'est factuel, ça c'est pas quelque chose que j'invente. Il y a 19 régions, il n'y a pas une qui est sous le contrôle. Mais il y a des zones où les groupes djihadistes sont plus présents que l'autre. Par exemple, la frontière avec le Niger et le Burkina qu'on appelle la zone des trois frontières, les groupes djihadistes sont importants. Le delta du Niger, la région de Mopti, la région de Ségou, les groupes djihadistes sont présents avec la Katiba Massina. Donc il y a des endroits où les groupes djihadistes sont présents. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ils n'ont pas la capacité militaire de prendre le territoire malien. Ils n'ont pas, même d'autres régions, a fortiori Bamako pour moi. La deuxième chose, c'est que vous savez, depuis un moment, le Mali a créé avec le Niger l'Alliance des États du Sahel, qui a aujourd'hui une force unifiée et qui, au besoin, peut être déclenchée pour venir défendre le Mali. Mais c'est pour le Mali, c'est un peu le moment. Pas nécessaire. Il semble que c'est un peu le moment de déclencher cette force.
Vu que la capitale d'un pays du Sahel est encerclée, je pense que si cette force existait réellement et qu'elle avait des capacités, elle aurait dû être déclenchée quand même depuis pas mal de temps. Non, je crois qu'il faut prendre garde à ne pas céder un peu au narratif qui est actuellement le plus présent, disant que Bamako est encerclé. Il y a des va-et-vient, les gens sortent et rentrent de Bamako. Bamako n'est pas encerclé. Mais les groupes djihadistes ont eu une capacité de projection de venir attaquer, comme ils l'ont fait en septembre 2024, l'école de gendarmerie et l'aéroport de Bamako. Mais Bamako n'est pas du tout encerclé parce que les gens sortent, les gens vont. Et que ce soit par voie aérienne ou par voie terrestre. Vu de loin, on dit que Bamako n'est pas encerclé, mais dans la réalité concrète, Bamako n'est pas du tout encerclé. Eh ben, on va continuer d'en parler, chers amis, parce qu'on va tenter d'avancer avant de parler de cette crise des rapports euro-méditerranéens avec la marginalisation, vous savez, du fait euro-maghrébin, parce que je voudrais qu'on en parle. La stabilisation du Mali, est-ce que c'est un enjeu crucial, messieurs, pour le Sahel? Parce que depuis tout à l'heure, à vous écouter parler, l'un comme l'autre, vous avez fait référence, monsieur Sedika Abba, et vous avez eu raison, à la France, qui a revu sa stratégie sahélo-saharienne. Alors, est-ce que la stabilisation aujourd'hui du Mali, M. Akram Kariev, M. Sédik Abba, est-ce qu'aujourd'hui c'est un enjeu crucial pour le Sahel, oui ou non? En sachant que la France a revu sa stratégie sahélo-saharienne. Akram Kariev. C'est stratégique, non pas pour le Sahel, c'est stratégique pour la moitié nord de l'Afrique. Monsieur Sidi Kaba a très très bien fait de mentionner le fait que le Sahel est une région qui est contiguë aux quatre autres régions de l'Afrique, du nord de l'Afrique. De nombreux pays de la région ne faisant pas partie du Sahel, comme l'Algérie, probablement le Maroc, la Tunisie, la Libye, ne sont pas intéressés par l'émergence d'un émirat islamique au Sahel qui échapperait, qui recrée une sorte d'Afghanistan dans ces endroits-là. Ça, ce n'est de l'intérêt de personne. Et l'intérêt de tous les pays de la région, que ce soit de la CEDEAO, de la région de l'Afrique centrale ou de l'Afrique du Nord, c'est que les pays du Sahel soient stables, qu'il y ait une entente politique et qu'il y ait des régimes légitimes qui peuvent assurer une cohésion sur le très long terme et une captation juste des ressources et des aides qui viendraient de l'extérieur. C'est l'intérêt de tout le monde. Personne dans toute la région, ni même sur la planète, n'a intérêt à ce que le Sahel se transforme en Afghanistan bis. Non, c'est tout à fait exact. La stabilité du Mali, c'est d'abord la stabilité du Sahel, mais la stabilité de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Très tôt, en 2010 déjà, l'Algérie avait associé le Niger, le Mali et la Mauritanie à la création du CEBOC, le comité d'état-major mixte qui a été installé à Tamaracet à l'époque déjà, en 2010. Parce qu'à l'époque déjà, on sentait qu'il y avait un frémissement d'une insécurité qui pourrait rester. Et parce que c'était important qu'il y ait la création de cela. Et aujourd'hui encore, la stabilité du Mali est nécessaire pour le Sahel, mais pour l'Afrique de l'Ouest aussi. Le Mali fait frontière avec la Côte d'Ivoire, le Mali fait frontière avec la Guinée-Conakry, le Mali fait frontière avec le Sénégal. Donc, sans compter même les autres pays du Sahel, il y va d'un enjeu sécuritaire pour l'ensemble du continent que le Mali soit stable, qu'il soit accompagné. Et ce qui a été dit par rapport à la gouvernance, parce qu'il faut éviter qu'il y ait une superposition de la crise politique à la crise sécuritaire, parce que sinon on n'en sortirait pas. Alors parlons-en, parce que je voudrais qu'on avance dans le cadre de cette émission. D'ailleurs, vous pouvez commenter, et vous le faites très très bien. Je vous invite à commenter et à partager tout cela. Messieurs, alors justement, quand on parle de cette crise des rapports euro-méditerranéens, avec la marginalisation, vous l'avez signalé vous-même, pour une nouvelle grille de lecture. Alors parlons-en de cette nouvelle grille de lecture. C'est le Maghreb, c'est l'Europe, c'est la nouvelle donne géopolitique sahélienne, messieurs. Parce qu'on a beaucoup fait référence à l'Europe, on va parler aussi du Maghreb. Et je voudrais poser cette question qui fâche parfois certains aussi. Alors, on a longtemps dit, encore récemment, il y a quelques semaines, qu'au Sahel, vous avez fait référence, messieurs, vous deux, l'Algérie comme le Maroc, que c'est la fin de l'influence algérienne au profit du Maroc. Moi, je vous pose la question, je ne suis pas là pour chercher des polémiques, mais pour essayer d'avancer. Alors, messieurs Akram Kariev et monsieur Sédik Abba, le Sahel, est-ce que c'est le nouveau terrain d'affrontement à la fois pour le Maroc et à la fois pour l'Algérie? Akram Kariev. Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'il y ait un souhait
de confrontation, du moins du côté algérien, face au Maroc sur le terrain sahélien. Les deux pays ont des intérêts, ils ont des intérêts logiques. Le Mali est une extension de l'Algérie de la part, enfin, d'un côté ethnique, parce que des communautés touareg, mais pas que, arabes, bambara, vivent des deux côtés et font fi de cette frontière. C'est exactement la même chose pour le Maroc, qui a aussi des communautés maures qui sont descendantes du Maroc, qui sont dans le nord du Mali, qui sont en Mauritanie, pour certaines, même prêtent allégeance au roi du Maroc. Et le Maroc a aussi entretenu de bonnes relations, par exemple avec le cheikh de Nioro, avec d'autres personnalités à l'intérieur du Mali, et c'est tout à fait légitime. Pour le moment, je ne vois pas de confrontation. Je ne vois pas d'agenda. En fait, ni l'Algérie ni le Maroc ne semblent vouloir aider au renversement du pouvoir à Bamako. Et je ne pense pas que les deux pays soient un appui pour les groupes terroristes. Ça, je doute fort que le Maroc appuie les groupes terroristes et je suis certain que l'Algérie n'appuie pas JNIM et n'appuie pas l'État islamique. Donc voilà. Donc, Et, mais et pourtant, politiquement, j'entends, c'est tout à fait légitime que les Akram, deux pays aient des agendas diplomatiques différents. C'est tout à fait Akram normal. Kariev, j'entends ce que vous dites effectivement, vous êtes catégorique dans ce que vous avancez. Alors je vous pose la même question, Sedi Kaba, est-ce que c'est une nouvelle terre, le nouveau terrain pardon, d'affrontement pour les deux pays, l'Algérie et le Maroc? Non, moi honnêtement je pense Quand on parle de la question sahélienne, chaque pays joue sa carte dans cette partie du monde. Mais je n'ai pas encore entendu ni de la part des pays sahéliens, ni de la part des deux pays, dire que c'est eux ou nous. Chacun joue sa carte, chacun vient avec son offre et essaie de séduire. C'est une compétition, chacun vient avec... Le Maroc a offert de donner la façade atlantique aux pays du Sahel qui sont des pays enclavés, mais la relation avec l'Algérie reste une relation spécifique. Le Niger est frontalier de l'Algérie, il n'est pas frontalier du Maroc. Donc il y aura toujours des intérêts communs entre le Niger et l'Algérie. Le Niger, par exemple, a un agenda de coopération avec l'Algérie qui fait que la Sonatra, la grande société algérienne de pétrole, a fait de la prospection dans la région d'Agadez et ces prospections étant prometteuses, il est question qu'on puisse ouvrir des puits et connecter les puits à l'Algérie pour que le Niger puisse avoir de l'argent. Donc, vous voyez, le Niger a beaucoup d'intérêt avec l'Algérie. Il ne peut pas renoncer à cette coopération avec l'Algérie parce qu'il veut se rapprocher du Maroc. Ce n'est pas l'un ou l'autre. En tout cas, moi, d'un point de vue sahélien, de ce que je vois, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un ou l'autre. Et chaque pays essaie de faire la meilleure offre pour avoir la meilleure place. Mais on n'est pas dans ce manichéisme que l'on entend ici souvent aggravé par la littérature occidentale disant c'est l'Algérie ou le Maroc. Non, les Sahéliens ne sont pas dans ce stade. C'est l'Algérie et le Maroc et chacun avec sa spécificité, les pays vont continuer à avoir de la coopération avec eux. Donc aucune rivalité régionale et aucun changement de perception stratégique. Akram Non, Kariev, oui. et puis les visions sont très différentes. En fait, le point commun entre les deux pays, c'est que les deux pays ont compris qu'il y a nécessité de désenclaver la région du Sahel, qui est physiquement, géographiquement enclavée. Le Maroc a fait une offre qui est très intéressante. L'Algérie fait une offre qui est plus liée à l'énergie, donc avec le gazoduc, avec justement la possibilité de prospecter, etc., mais aussi en fournissant des capacités sur Internet, de la fibre optique, etc., etc. Donc, l'Algérie a certains avantages. Le Maroc a une proposition qui est intéressante. Je pense que les deux peuvent coexister, cohabiter, et c'est dans l'intérêt, de toutes les manières, un Sahel désenclavé par l'Atlantique, par la Méditerranée, par le pôle Sud, c'est un Sahel qui sera plus stable, plus riche, plus prospère et Donc, bénéficiera à l'Algérie et au Maroc. Donc si j'entends bien vous deux, évidemment, votre analyse et votre éclairage, il ne s'agit pas de rivaliser les projets, les uns et les autres. C'est tout simplement, si je l'ai bien compris, il y a des projets. Ils ne sont pas en rivalité. Oui. Il y a des projets. Il y a un capital à la fois économique de sympathie pour les deux pays. Je l'entends aussi. Donc les attentes, j'imagine, elles sont grandes
pour la région du Sahel, messieurs. C'est Oui, Kaba. oui, absolument. Les attentes sont grandes. L'offre algérienne n'est pas négligeable parce que, en plus de tout ce qu'on a énuméré, on a oublié de mentionner qu'il y a une transsaharienne qu'on veut construire qui va partir du Nigeria, traverser le Niger pour venir de l'Algérie et continuer vers l'Europe, qui va être d'une grande utilité pour un pays comme le Niger, qui est un pays enclavé, qui n'a pas de port. Le fait de pouvoir connecter avec l'Algérie lui permet d'avoir une coopération économique. Il y a cette offre et il y a l'offre marocaine. Il n'y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas de rivalité. Et ce que j'ai rappelé, à juste raison d'ailleurs, aucun des pays ne dit « bon, nous, vous allez coopérer avec nous, vous laissez l'autre de côté ». Et parce que, bon, par respect sans doute pour les pays sahéliens, et les pays sahéliens eux-mêmes ne s'inscriraient pas dans un agenda de eux ou nous. C'est eux, vous et eux, que dans cette démarche qui leur profiterait, parce que chacune des offres a son avantage et a son intérêt pour les pays du Sahel. Et lorsqu'on regarde l'immensité du défi qu'il y a au Sahel, des défis en termes de développement, des défis en termes de scolarisation, les défis chaque pays peut apporter sa valeur ajoutée, sa valeur contribution pour que la coopération entre le Sahel et le Maghreb se renforce au profit de tout le monde. Alors vous, les spécialistes justement du Sahel, messieurs, face à la présence américaine, je ne vous la prends pas au Sahel, hein, est-ce qu'il ne faut pas repenser la coopération euro-maghrébine, justement, face à cette refondation du partenariat concernant les enjeux du Sahel, Akram Kariev? Oui, bien sûr, parce que d'abord, l'Union européenne considère que la frontière sud de son entité se trouve euh, au sud de l'Algérie et non pas en Méditerranée. L'Union européenne considère que la menace principale qui va arriver, c'est la migration massive, etc. Donc, eux voudraient trouver des solutions. Le problème, c'est que l'Union européenne part vraiment avec des désavantages. D'abord, un passif qui est trop lourd, très très lourd, qui est le colonialisme, qui est aussi un autre passif qui est la gestion ces 10-15 dernières années de la violence dans le Sahel avec les différentes opérations, etc., et leur échec. Euh, mais il reste que certains pays d'Europe, comme l'Italie notamment, ont compris que pour juguler la migration, il faut aider au développement. Il y a d'autres pays qui essayent de faire cela. Je pense que le véritable enjeu n'est pas une négociation entre l'Union européenne et les pays d'Afrique du Nord, mais directement une refonte des relations entre les pays du Sahel et l'Union européenne, euh, un véritable aide au développement et non pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres et une régularisation, une normalisation de la relation avec ces pays-là. Non, actuellement, l'Union européenne est complètement à côté de la plaque dans sa relation avec l'Afrique. Bon. À côté de la plaque. Complètement. Parce que l'Union européenne ne voit la relation avec l'Afrique qu'à travers le prisme de la migration. Ils donnent l'argent à la Libye pour dire qu'il faut stopper ceux qui vont traverser pour venir. Ils donnent l'argent à la Tunisie pour dire qu'il faut stopper ceux qui veulent venir chez nous. Au lieu d'avoir une approche qui permet d'intégrer les pays de départ, les pays d'arrivée, les pays de transit, ils ont cette approche où on donne de l'argent, on fait à des pays de la côte nord de l'Afrique, ils vont assurer la police de la migration, alors qu'il faut concevoir les choses en termes de développement. Faire des projets de développement qui permettraient aux gens de ne pas, dans la région de Caille, de ne pas avoir envie de partir. Avoir une conception intégrée. Mais cette approche qui consiste simplement à voir la relation avec l'Afrique sur un plan migratoire est complètement erronée. Elle ne marche pas et elle ne marchera pas. Ce que l'Union européenne oublie, c'est qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui au Sahel. On a commencé à en parler. La Russie, d'autres pays, la Turquie aussi. D'autres acteurs qui feraient que si l'Union européenne persiste dans son approche erronée de la migration seulement et dans le rapport vertical, parce que les rapports ayant été anciennement des rapports de colonisation de colonisateurs à coloniser, si on ne change pas ce paradigme de la relation verticale qui amène la France à aller dire
aux pays, puisque nous sommes contre la Russie, vous aussi vous devez être contre la Russie, ou puisque nous sommes contre un tel, vous aussi le Togo, la Mauritanie, je ne sais pas, la Centrafrique doit être contre quelqu'un parce que nous sommes contre lui. Donc si on ne sort pas de ce schéma vertical-là, on est complètement à côté de la plaque et la relation avec l'Afrique ne marchera pas. À côté de la plaque, puisque c'est vous qui le dites, donc ça veut dire qu'on est encore dans une crise des rapports, messieurs. Pour moi, on est encore dans une crise des rapports. Pour moi, aujourd'hui, l'Union européenne a des problèmes au Sahel. Alors, est-ce que ça ne marche pas sa relation mais justement, monsieur Sédik Abba et monsieur Akram Kariev, je vous pose la question. Moi, quand je vous écoute parler, vous me dites qu'il y a une crise des rapports. D'accord ? Vous dites que l'Europe est à côté de la plaque. Est-ce que cela ne passe pas par justement le Maghreb et l'Europe face à cette nouvelle donne géopolitique sahélienne? Akram Kariev. Non, je ne pense pas parce que, en fait, il n'y a pas de crise entre l'Europe et le Sahel ou l'Europe et l'Afrique du Nord. Il y a une crise existentielle en Europe. D'abord, l'Europe est en train de se tiers-mondiser, est en train de se fermer, est en train de s'isoler et est en train de perdre des moyens militaires, politiques, économiques, etc. Et pense pouvoir faire la même chose, réussir la même recette avec beaucoup moins d'ingrédients. Je vais très rapidement vous dire ce qui a changé. Bien sûr, bien sûr. Londres et Paris, depuis les années 60 jusqu'à la fin des années 90, représentaient une sorte de Mecque pour les Africains, qu'ils soient anglophones ou francophones. On allait à Paris ou à Londres pour s'amuser, pour s'éduquer, pour se soigner, pour faire du shopping et pour faire parfois de la politique. Depuis la fin des années 90 et cette fermeture, cette passionnisation de l'Europe, nous avons des alternatives. Aujourd'hui, Turkish Airways dessert toutes les capitales africaines. Toutes les capitales africaines. Emirates dessert pratiquement toutes les capitales africaines. Aujourd'hui, sans visa ou avec un visa très facile à avoir, on peut aller s'amuser, avoir accès à de l'éducation de qualité, de la santé de qualité et faire de la politique à Dubaï, à Istanbul, à Ankara ou à Doha. Et ça, l'Union européenne doit le comprendre. Ils ne sont plus la Mecque des Africains. Il y a une crise des alternatives. La Chine est là. La Chine propose des crédits, propose de l'aide au développement. On a aujourd'hui un problème d'offre du côté de l'Union européenne. Qu'y a-t-il à offrir? Donc, d'abord, il faut faire un état des lieux de ce que peut proposer l'Union européenne à l'Afrique, au Sahel, à l'Afrique du Nord. Et ensuite, faire une offre convenable, acceptable, digne aux Africains. Et je peux vous garantir que si l'offre est intéressante, les Africains vont aller vers cette offre-là. Mais aujourd'hui, il y a une véritable crise des alternatives pour l'Union européenne. Crise des alternatives, c'est dit Kaba. Non, l'Union européenne a cessé d'être le centre du monde pour les Africains. Il y a beaucoup de... Elle est en compétition. Et malheureusement, elle n'a pas compris souvent cela. Et c'est que l'Union européenne n'a pas compris qu'elle est en compétition avec d'autres. Elle a toujours, et je crois que l'erreur a été de penser que voilà, elle est en position acquise, que l'Afrique lui est acquise, que quel que soit ce qu'elle fera, les Africains vont toujours se raccorder à l'ancienne puissance coloniale. C'est complètement, ça appartient à des fantasmes, c'est fini. L'Afrique a une diversité, elle peut regarder, comme ça a été rappelé, Turkish Airlines est devenu, il y a aujourd'hui une offre qui est différente. Moi, j'ai toujours été impressionné en tant que Sahélien de voir que quand le pèlerinage arrive, le Hajj, Turkish Airlines devient la compagnie nationale de beaucoup de pays. C'est elle qui assure le transport de tous les pèlerins vers le Hajj. Parce que la stratégie de soft power de la Turquie marche sur le continent et les gens partent se soigner aujourd'hui parce que c'est plus compliqué de venir en Europe. Ils partent se soigner à Istanbul, à Ankara et ailleurs dans le monde. Donc on est en train d'assister... Si elle ne change pas de paradigme de sa relation avec l'Afrique, avec le Maghreb, risque d'être complètement à côté. Donc l'Afrique du Nord, désormais, effectivement, ne peut pas composer avec l'Europe pour régler la question sahélienne. Non, vous êtes en train de nous dire qu'il y a d'autres enjeux géopolitiques, géostratégiques qui sont la Turquie, qui sont le Moyen-Orient, qui sont désormais tournés vers... Il faut d'abord que l'Union européenne ait une stratégie
qui soit global, qui intègre sa relation avec l'Afrique du Nord, avec le Sahel. Aujourd'hui, la relation avec le Maghreb est une relation qui consiste à sous-traiter la question migratoire à la Libye, qui consiste à la Tunisie, l'Algérie étant ce qu'elle est, et personne ne peut aller proposer à l'Algérie une telle sous-traitance, mais on voit que l'Europe sous-traite le contrôle de ses frontières, y compris avec la dégradation, les violations des droits de l'homme qui sont faites en Libye ou en Tunisie. Ce n'est pas un problème. L'Europe considère que ce qu'elle demande, si l'Europe change sa relation avec le Maghreb, en considérant qu'au-delà de l'offre de sous-traiter la question migratoire au Maghreb, elle peut avoir une autre relation et que la relation soit globale, elle intègre le Sahel et le Maghreb, on peut avoir une approche intelligente. Donc, mais on n'est pas dans le cadre actuellement, on n'est pas dans une démarche où le Maghreb peut être utile dans la relation entre l'Europe et le Sahel. Donc si j'ai bien compris, hein, comme le souligne Sédic Akram Kariev, c'est passant l'Afrique du Nord, passant l'Afrique de l'Ouest, passant l'Afrique centrale et passant l'Europe, c'est ça? Oui, En tout cas, l'Europe a de la plaque. Si j'entends, c'est dit Kaba. L'Europe totalement hors sujet, hors concours, et ne disposons pas d'offres sérieuses vis-à-vis de l'Afrique de manière globale. Par contre, ce que je pense, c'est que l'Afrique du Nord peut contribuer au règlement des problèmes dans le Sahel. Il y a un réservoir financier qui est quand même confortable dans certains pays d'Afrique du Nord. Il y a cette proximité, il y a une aide qui peut se mettre en place, et il y a eu des offres politiques aussi, hein. On n'a pas parlé des accords d'Alger, qui valent ce qu'elles valent, mais les accords d'Alger ont été un processus politique qui a rassemblé, convaincu de larges parties au Maroc. Demain, ce type d'accord, qu'il soit appelé accord d'Alger, de Bamako, de Moscou ou de Pékin, peut revenir, et je suis certain que l'Algérie continuera à contribuer à ce que ce type d'effort et d'accord soit mis en place comme elle l'a fait au Niger, et où ça marche. Jusque-là, ça marche plutôt bien au Niger. J'aimerais qu'on finisse cette émission, messieurs, Akram Kariev et Sédic Kaba, justement sur la lutte contre la radicalisation. Alors, il y a plusieurs, je vous soumets, il y a plusieurs, parce qu'on parle encore de la question du Sahel. J'aimerais qu'on voit quand même, je vous parlais de la stabilisation du Mali tout à l'heure, mais elle passe aussi par toute la région. Alors, est-ce que, si je vous soumets quelques idées, est-ce que cela contribue à l'amélioration sahélo-saharienne, hein, qui avait été lancée, souvenez-vous, en 2008, notamment par la France? Est-ce que cette stratégie peut avoir une approche globale sur la question sahélo-saharienne? Est-ce que l'idée de renforcer les capacités des États pour leur donner plus de moyens pour lutter contre le terrorisme, est-ce que ça peut changer les grands trafics? Et enfin, lutter contre la radicalisation, est-ce que ça passe par soutenir le développement de l'éducation, des médias, de la culture, etc., etc. Sédic Kaba. Non, les questions que vous avez posées sont importantes, elles sont multiples. Et le fait, par exemple, ce qu'on a documenté de façon incontestable, au Sahel, la radicalisation, en tout cas l'embrigadement dans les groupes extrémistes, n'est pas surtout l'effet de l'idéologie. C'est l'effet de l'absence de développement. C'est-à-dire que les jeunes qui sont au chômage, qui n'ont rien, ont pu être recrutés pour 50 000 francs CFA, 80 €, pour 100 € parce qu'ils n'ont pas de travail, non pas qu'ils adhèrent fondamentalement à l'idéologie religieuse. Donc si on veut tarir ce système de recrutement et d'adhésion à l'extrémisme, il faut aussi intégrer la question du développement, la question du chômage, la question de l'éducation des jeunes, la question de leur emploi, parce que si on règle ça, on aura fait une avancée. Maintenant, ce qu'il faut éviter, et à mon avis, puisqu'il y a l'Alliance des États du Sahel qui s'est créée, c'est qu'il faut... Les erreurs que nous avons commises par le passé ont été d'apporter des solutions prêtes à porter. Il y avait 22 stratégies sur le Sahel dans le monde. Tous les pays de l'Union européenne ont chacun sa stratégie, et l'Union européenne elle-même a une stratégie Sahel. Donc, qui ne correspondait pas aux attentes des pays du Sahel. Si on veut aujourd'hui accompagner les pays du Sahel, il faut intégrer la solution qu'on leur apporte dans les stratégies qu'eux-mêmes ont définies. Ça permet d'être efficace. Et il y a des pays, comme on l'a vu, qui ont une certaine expérience. Moi, j'ai toujours préféré des pays comme l'Algérie. L'Algérie a connu le terrorisme. L'Algérie a connu jusqu'à ce qu'on arrive à la concorde nationale. Donc, il y a un savoir-faire de l'Algérie qu'on peut mobiliser. Le Maroc avait commencé, il y a quelques années,
à former des imams des pays africains pour qu'on ait un contrôle sur ce qu'ils vont dire. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mobiliser à condition de les inscrire dans la stratégie des pays eux-mêmes et non de venir leur forcer la main. La deuxième chose, à mon avis, qui est importante, si on veut réussir en tout cas une sortie de crise au Sahel ou amorcer en tout cas un pas qui permet de sortir de la crise, c'est de ne pas s'enfermer dans la réponse militaire et sécuritaire seulement. Et d'avoir une approche holistique qui prennent en compte tous les éléments dont on a discuté. C'est là où a échoué la France, c'est ça? Oui, bien sûr, la France a échoué complètement. Et moi, j'ai le souvenir que quand il y a eu le sommet de Pau en janvier 2020 et que ça n'allait pas, la France dit on va envoyer 600 soldats. Voilà une caricature de la réponse. Parce que le fait d'augmenter le nombre de soldats n'a pas permis de régler. C'est pour cette raison qu'il faut intégrer les éléments dont on a parlé. Et de ce point de vue, ça a été rappelé avec beaucoup de clarté, l'accord d'Alger c'était une base de travail. L'accord qui a été signé entre... Ça peut avoir son imperfection, mais c'était une base de travail parce que ça permettait de prendre en compte un élément important dont on a parlé. La sortie de l'État jacobin. Si au Sahel, on ne sort pas de l'État jacobin, qui consiste à penser avec une télécommande qu'on va commander à partir de Bamako ce qui se passe à Kidal, on n'en sort pas. Et donc, c'est pour ça que toutes ces questions doivent être intégrées dans une stratégie et ça doit correspondre aux choses qui ont été définies dans les pays parce que, comme on l'a si bien dit dans l'émission, la sécurité du Sahel commande la sécurité du reste de l'Afrique, elle commande même la sécurité du monde. Akram Kariev, justement, comment amorcer ce premier pas vers quelque chose, évidemment, qui peut déboucher sur quelque chose, en tout cas des solutions concrètes, qui jusqu'ici ont échoué? Nous-mêmes, on est en train de refaire les mêmes erreurs que tout le monde, hein, là, sur ce plateau, parce qu'on a parlé des groupes djihadistes, on a parlé des groupes indépendantistes, des États bailleurs de fonds, etc., mais on n'a pas parlé de l'essentiel, des peuples. Les peuples sahéliens sont très, très importants. Et en fait, il faut reconstruire tout cela à partir des peuples. Et j'estime que la question du développement, elle est consubstantielle à celle de, je ne vais pas dire de la démocratie, mais du moins comment dire, de l'ADN de la démocratie que sont des choses comme la reddition de comptes, la transparence, la bonne gestion, la bonne gouvernance, la justice, chose qui n'existe pas, que ce soit en Afrique du Nord ou dans le Sahel, hein. C'est un problème, c'est une problématique qui est partagée au Maghreb et au Sahel. Et tout ceci fait que se retrouve avec un État qui a de l'argent, mais qui ne donne pas ces 80 € aux populations pour ne pas aller chez les djihadistes, et des groupes djihadistes qui ont, parce qu'ils ont une gouvernance très souple, ont cette possibilité de recruter des gens pour 300 000 francs CFA. Le problème, c'est que les États, comme l'État malien ou même l'État algérien, a ces 300 000 francs CFA, mais il les met dans sa poche ou dans la poche de mauvaises personnes. Et donc, il faut une sorte de pacte entre les différentes populations d'Afrique du Nord et du Sahel avec leurs gouvernants pour arriver à de la bonne gouvernance, à de la justice. Et croyez-moi, dans un pays où il y a de la justice, de l'égalité des chances, une distribution équitable des rentes, les populations ne se révoltent pas et ne rejoignent pas le camp de la violence. Vous avez raison de le rappeler, Sidi Kaba, effectivement. Et pourtant hein, toutes ces crises qu'on cite, vous avez raison, Akram Kariev, de nous rappeler effectivement qu'on ne parle pas du peuple, on ne parle pas de ceux qui, évidemment, sont confrontés tous les jours, parce qu'ils sont confrontés à des situations de crise sociale, économique, démographique, climatique, politique. Alimentaire, qui fragilise durablement la région. Et il a raison, Akram, de nous dire que le peuple, c'est aussi ça, au travers de ces crises sociales. Oui, mais ça c'est important. Le peuple, je crois qu'une des raisons même de notre échec à la réponse sécuritaire, c'est d'avoir considéré que le peuple faisait partie du problème et non de la solution. Dans beaucoup de nos pays, les peuples n'ont pas été associés même à la réponse sécuritaire qu'on apporte. Et ça, la guerre qu'on mène pour la sécurité, en tout cas le combat qui est fait pour le retour à la sécurité, on le fait au nom du peuple et au profit du peuple. Donc on devrait associer. Et il est important aussi de créer un cadre de participation du peuple aux décisions. La répartition équitable des ressources, puisque le Sahel regorge de beaucoup de ressources, que ce soit le pétrole, l'uranium, l'or,
et même d'autres minéraux. Si on veut faire une répartition transparente comme on l'a suggéré, il faut que le peuple soit associé à travers des mécanismes qui peuvent être des élections, qui peuvent être le Parlement. Et c'est pour ça que l'enjeu démocratique est un enjeu important dans la réponse qu'on doit apporter à cette crise sahélienne. Et à mon avis, plus on associera les gens à la solution, mieux on a des chances de ne pas se tromper de bonnes réponses aux défis actuels. Akram Kariev, vous vouliez rajouter quelque chose avant de rendre l'antenne? Monsieur Sédikaba semble être d'accord avec moi, donc j'ai rien à ajouter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les peuples du Sahel, les peuples du Maghreb vont finir par gagner parce que la roue de l'histoire est en train de les emmener vers plus de conscience, plus de compréhension du monde, plus d'ouverture. Ça viendra, ce sont des épiphénomènes. La violence est un problème, mais on viendra à des solutions meilleures avec l'Union européenne ou sans l'Union européenne. Ça, ce n'est pas le problème. Mais entre nous, alors, avant tout. Ce que dit Akram Kariev, est-ce que c'est une note d'espoir que vous partagez? Moi, je crois qu'il y a de l'espoir. On peut encore espérer une sortie de crise au Sahel à condition qu'on change de paradigme, qu'on nous écoute ce qu'on a dit ici et que ça soit pris en compte. Il faut une réponse holistique. Si on ne construit pas une réponse holistique qui intègre l'ensemble des défis dont on a parlé, la solution militaire et sécuritaire seule nous conduira à une impasse. Merci infiniment, très passionnant, très passionnant. J'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs et téléspectatrices à commenter, à nous dire votre point de vue, nous livrer aussi votre regard. Hein. Il est le bienvenu et vous le faites chaque semaine, vous le faites très très bien. Je vous en remercie infiniment. Akram Kariev, chercheur, géopolitologue, merci, un grand merci à vous d'avoir été avec nous dans le Carrefour de l'Info. Merci infiniment et au plaisir d'ailleurs de vous retrouver sur ce plateau d'ailleurs. Hein. Avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas, votre regard et votre analyse étaient nécessaires. Merci aux spécialistes, donc Sédikaba, journaliste, écrivain. Il est surtout le président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel qui est à Paris. Merci infiniment, Sédikaba. C'est un immense plaisir et c'est un débat de très haute facture. Ah, vous reviendrez aussi sur ce même plateau d'ailleurs. Merci infiniment, messieurs. Merci à Romain et à Mousse, donc à la réalisation. Merci à vous. Restez fidèles à Global Africa Télé Sud et vous le savez, comme on dit tout le temps, en permanence, on ne lâche rien. Portez-vous bien, au plaisir. À la semaine prochaine.